Alors là, j'arrive donc à ma troisième partie. J'arrive à ma troisième partie qui concerne la physique. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, j'espère que je vais être capable de communiquer un peu de cette passion, on va dire. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est une structure sous-jacente aux équations de la physique, qui est vraiment d'ordre conceptuel, c'est-à-dire que voilà, c'est pas quelque chose d'utile, c'est quelque chose qui est utile à la compréhension des choses. Et je pense que d'ici une demi-heure, vous devriez avoir une bonne vue d'ensemble de tout ce qu'est la physique aujourd'hui, et notamment de la physique moderne. Alors, je vais commencer par le principe de Fermat. Donc là, on se place en 1657, donc on est avant le brachistochrone. Fermat, dans le cadre de l'optique géométrique, donc optique géométrique, les rayons de lumière, les lentilles, etc., Fermat prétend que cette quantité est minimisée, autrement dit que la lumière se déplace selon le chemin qui minimise son temps de parcours. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors vous savez qu'un milieu en optique est caractérisé par son indice de réfraction, donc ici noté n, et que la vitesse apparente de la lumière dans ce milieu, c'est la quantité c sur n. Voilà. Alors, du coup, si je considère un problème... Ah oui, alors là, vous ne voyez rien du tout. Ouais. En fait, là, il y a une frontière au milieu, et il y a un bloc vert ici, d'accord ? Donc ça, c'est de l'air, et ça, c'est du vert. Ici, donc on va considérer deux points. Et puis, on va chercher la trajectoire physique, donc le seul chemin de la lumière admissible qui permette de relier ces deux points. Et voilà. Alors, c'est une façon un peu bizarre de poser le problème, puisque d'habitude, on se place à un point. Là, je prends le laser, on se place à un point, on lui donne une certaine direction, et puis ensuite, on regarde ce qui se passe. D'accord ? Mais Fermat réalise qu'en posant le problème comme ça, on peut le réécrire sous forme d'un principe d'optimisation, donc ça a du sens. Alors maintenant, c'est quoi le plus court chemin en termes de temps entre ces deux points ? Est-ce que c'est la ligne droite ? En fait, non, parce que on a dit que la lumière était ralentie. Enfin, la vitesse de la lumière est changée quand on change de milieu. Donc ici, la vitesse de la lumière est ralentie dans le vert. Et donc, intuitivement, on comprend bien que la lumière aurait envie de passer un peu plus de temps dans l'air pour en passer un peu moins dans le vert. Voilà. Donc c'est ça qu'on va démontrer maintenant. Alors, donc, je reprends le principe de Fermat. Simplement, j'enlève la vitesse de la lumière dans le vide, donc C, qui est une constante. Donc, on peut la sortir de l'intégrale, et comme on minimise, elle n'intervient pas. Et maintenant, donc, je vais calculer. Alors, ici, il y a la norme de dx vecteur. Comme tout à l'heure, c'est toujours racine de 1 plus y point carré dx. Et là, de cette façon, j'ai fait apparaître un Lagrangien. Et comme j'ai fait apparaître un Lagrangien, je vais pouvoir utiliser l'équation de L'Euler-Lagrange. Je vous avais dit qu'on allait s'en servir plusieurs fois. Donc, j'injecte ce Lagrangien dans l'équation de L'Euler-Lagrange. J'obtiens ça. Alors simplement maintenant, si vous vous souvenez du problème, c'est un problème qui est monodimensionnel selon x. Donc du coup, cette quantité, d rho n sur d rho y, est constante, est nulle. Donc autrement dit, cette quantité, on peut l'ignorer. Et ici, on a donc une dérivée par rapport à y point calculée. Et on trouve donc qu'à l'optimum, la dérivée de cette quantité est nulle, autrement dit, cette quantité est constante. Voilà. Donc il existe une certaine constante c, telle que cette quantité est égale à cette constante. Et maintenant, je vais utiliser une petite astuce qui va permettre d'arriver plus vite à la solution et qui consiste à poser y point égale tangente θ. Alors faire ça, ça revient, enfin un θ en fait, va correspondre à la direction suivie par le rayon lumineux. Et maintenant, si vous regardez, si vous posez tangente égale sinus sur cosinus, vous voyez qu'ici ça simplifie parce que après vous multipliez par cos et cos en haut et en bas. Ici, vous trouvez du racine de cos carré plus sin carré, donc ça fait 1. Et en haut, vous trouvez juste du sinus. Donc autrement dit, on aboutit à ça. Alors déjà, ça, c'est intéressant parce que dans un milieu homogène, n est constant, donc θ est constant. Donc dans un milieu homogène, la lumière se déplace en ligne droite. Et maintenant, à l'interface entre les deux milieux, on a cette relation-là, qui est la relation de Snell-Descartes qu'on connaît depuis longtemps. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que Fermat a reformulé l'optique géométrique sous forme d'un principe d'optimisation. Ça, c'est vraiment l'idée importante. Du coup, le trajet de la lumière, c'est celui-ci. Alors maintenant, je vais enchaîner avec... Alors, la suite de l'histoire, en fait, c'est le brachistochrone, et notamment Bernoulli qui va proposer une solution du brachistochrone en s'appuyant sur le principe de Fermat. Donc, en fait, il va réussir à construire
un problème qui est semblable au problème du brachistochrone, mais en optique géométrique. Donc là, déjà, on voit qu'il y a un lien entre les deux, entre la mécanique de Newton et l'optique géométrique. Alors maintenant, ensuite, c'est Maupertuis qui va écrire ce principe. Et Maupertuis va chercher à faire le même travail que ce qu'a fait Fermat pour la lumière. Il va chercher à réexprimer toute la mécanique newtonienne sous forme d'un principe d'optimisation. Et donc il aboutit à ce principe qu'on appelle le principe de moindre action. Donc ici, l'action, c'est cette quantité-là, l'intégrale de t moins v dt, où t est l'énergie cinétique et v est l'énergie potentielle. Voilà. Et donc Maupertuis prétend que cette quantité est minimisée dans la nature. Alors, encore une fois, on a un Lagrangien, donc on peut écrire Euler Lagrange. Alors maintenant, ici, simplement, seul t dépend de x point et seul v dépend de x. Donc je peux réécrire ça comme ça. Ensuite, je vais expliciter ce que vaut l'énergie cinétique. Ça me donne ça. Voilà. Là, j'ai une dérivée par rapport à x point à calculer. Ici, je reconnais donc moins d rond v sur d rond x, donc je reconnais en fait moins le gradient du potentiel, c'est-à-dire la force. Et donc là, je pense que vous commencez à me voir venir. Ici, donc j'ai encore une dérivée temporelle à calculer de mx point, donc ça donne du mx point point. Et donc en fait, cette formule-là, elle est plus connue sous la forme de f égale ma. On a retrouvé la seconde loi de Newton. Donc Maupertuis reformule toute la mécanique newtonienne sous forme d'un principe d'optimisation. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau de l'identité de Beltrami. Alors, est-ce que vous vous souvenez de l'hypothèse qui permet de démontrer l'identité de Beltrami? C'est l'idée selon laquelle le Lagrangien ne dépend pas explicitement du temps. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, que le Lagrangien ne dépend pas explicitement du temps? Alors, remarquez que là, on n'a pas posé de problème. Donc, on est dans un cadre très très général. Et dire que le Lagrangien ne dépend pas explicitement du temps, dans ce cadre-là, ça signifie en fait, en un certain sens, que les lois de la nature sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que les lois de la nature n'évoluent pas, et notamment la valeur des différentes constantes de la physique sont toujours les mêmes. La vitesse de la lumière, par exemple, c'est toujours la même dans le vide. Et donc si on suppose ça, qui est quand même une hypothèse raisonnable, hein, si on suppose ça, on peut écrire l'identité de Beltrami, et maintenant je vais injecter le Lagrangien du brachistochrone, du principe de moindre action là-dedans. Donc j'obtiens ça. Ici, seul t dépend de x point. Maintenant, je vais expliciter l'énergie cinétique. Donc, 1 demi mx point carré. Ici, il y a une dérivée par rapport à x point à calculer. Je trouve ça. Et là, vous avez du 1 demi mx point carré moins mx point carré. Donc ça, en fait, ça donne du moins 1 demi mx point carré. Maintenant, cette quantité est égale à 0, donc les signes moins, je m'en fiche. Donc je peux réécrire ça comme ça. Et je trouve finalement que la dérivée temporelle de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est nulle. Autrement dit, l'énergie est conservée. Alors, est-ce que vous avez déjà vu une démonstration dans un cadre tout à fait général de la conservation d'énergie? Eh bien, Maupertuis, grâce à son principe de moindre action et à l'identité de Beltrami, donne une démonstration très simple, très élégante, qui permet de démontrer la conservation de l'énergie. Alors là, j'arrive à la slide qui est un peu la plus obscure pour moi. C'est des calculs qui sont connus, donc c'est pour ça que je vous les mets quand même. Mais j'avoue que je ne comprends pas trop ce qui se passe. Bon, là, c'est un problème d'optimisation a priori qui est sans contrainte. Donc on ne voit pas bien pourquoi on aurait besoin de définir un Hamiltonien et un lambda. Bon, simplement, il y a quand même les équations canoniques de Hamilton qui peuvent servir de définition du lambda de définition du lambda. Et donc si on suppose que, si on considère ces relations comme des définitions, du coup on a envie d'écrire ça, parce que si on est sans contrainte quelque part, on a envie d'écrire que le Hamiltonien c'est moins le Lagrangien d'après sa définition. Bon, une fois qu'on a fait ça, voilà, donc ça c'est un peu la partie délicate, et maintenant on peut enchaîner les calculs. Alors, c'est toujours la même chose, hein. Seul t dépend de x point et seul v dépend de x, donc on peut écrire ça comme ça. Maintenant, je vais expliciter l'énergie cinétique. Il y a une dérivée par rapport à x point à calculer, et je trouve finalement ça. Alors là, vous avez lambda égale mx point. Alors c'est quoi mx point? C'est la quantité de mouvement, hein. Donc en fait, le lambda, c'est la quantité de mouvement. D'accord? Et donc, si vous vous rappelez ce que j'ai dit avant, il y a une certaine dualité entre x et lambda, et cette dualité, on va la retrouver
en physique entre la quantité de mouvement et la position. Voilà. Donc ça nous révèle quelque chose de très profond sur la symétrie des lois de la physique quelque part. Et puis à droite, vous avez encore une fois, donc la quantité de mouvement qu'on note P, et puis à droite, vous avez encore une fois la seconde loi de Newton, mais reformulée en termes de quantité de mouvement. Alors maintenant, on va se poser un petit peu, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Fermat reformule l'optique géométrique sous forme d'un principe d'optimisation. Donc ça, c'est le premier volet. Ensuite, Maupertuis reformule la mécanique newtonienne sous forme d'un principe d'optimisation. Alors la suite de l'histoire, vous la connaissez. Donc après, il y a Young, Huygens, Faraday, Maxwell, qui vont donc poser les bases de l'optique ondulatoire et de l'électromagnétisme. Alors simplement, donc l'optique ondulatoire, en fait, c'est une théorie de la lumière qui est plus juste, plus correcte, enfin qui représente mieux que la réalité que l'optique géométrique, dont l'optique géométrique n'est en fait qu'une approximation, d'accord, une limite sous l'hypothèse de la longueur d'onde très petite devant la longueur caractéristique du système. Bon. Et là intervient Hamilton. Alors, Hamilton, il connaissait tout ça, et Hamilton, il va s'intéresser à ça, en fait. Parce que, dans le fait que, d'un côté, on peut reformuler l'optique géométrique sous forme d'un principe d'optimisation, et que de l'autre, on puisse faire la même chose pour la mécanique newtonienne, il va avoir une sorte de connexion entre les deux, et il va se dire que, quelque part, c'est un peu le même problème. Et donc, il va travailler sur essayer de faire concorder ces deux principes d'optimisation. Et il va faire quelque chose d'assez incroyable. Il va aboutir à l'expression d'un équivalent de l'indice de réfraction, mais pour la mécanique. Voilà. Et une fois qu'il a défini cet indice de réfraction pour la mécanique, eh bien, il ne lui reste plus qu'à dérouler tous les calculs qui ont été faits pour l'optique ondulatoire pour aboutir à une théorie ondulatoire de la mécanique. Alors là, je ne vous ai pas donné la date, mais la date est importante, on est en 1830. Donc, en 1830, on n'a aucune raison de penser que la mécanique ait besoin d'une version ondulatoire, d'accord ? Voilà. Donc Hamilton, il fait ça juste par construction intellectuelle, juste par la théorie, il aboutit à cette version ondulatoire de la mécanique, en s'appuyant donc sur cette correspondance entre les deux principes d'optimisation. Donc ça, c'est la première chose. Alors, évidemment, cette théorie ondulatoire de la mécanique, en fait, c'est la version la plus archaïque qu'on ait de l'histoire, en fait, de la physique quantique. D'accord ? C'est ce qui deviendra par la suite la physique quantique. Mais Hamilton ne s'arrête pas là. Non content d'avoir posé les prémices de la physique quantique, il va faire une autre découverte. Vous savez qu'en théorie ondulatoire, en général, vous avez deux vitesses. Vous avez la vitesse de phase et vous avez la vitesse de groupe. Et quand vous multipliez en optique ondulatoire ces deux vitesses, donc vous faites le produit de cette vitesse de phase par la vitesse de groupe, vous trouvez la quantité c au carré. Alors maintenant, Hamilton, il va faire le même travail en mécanique ondulatoire, donc il va réussir à définir une sorte de vitesse de phase et une sorte de vitesse de groupe, mais pour la mécanique. Et quand il va faire le produit de ces deux vitesses, il va aboutir à la relation E sur M, donc l'énergie par la masse. On est en 1830, d'accord ? Et donc là, vous réalisez que, en fait, Hamilton était à une ligne de calcul d'écrire la relation la plus connue de toute la physique, E égale mc2. Et donc il faudra attendre Poincaré et Einstein au XXe siècle pour que cette relation soit explicitement écrite. Voilà. Et la relativité restreinte. Alors, simplement, on peut se demander... Enfin, je n'ai pas vérifié l'histoire, en fait, mais on dit que Hamilton n'aurait pas écrit cette relation explicitement. Alors après, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas fait. Moi, je vois deux raisons. La première, c'est qu'en 1830, on n'avait aucune raison de penser que l'atome puisse exister. Et puis la deuxième raison, c'est qu'à l'époque, on avait une idée qui était assez majoritaire dans l'esprit des physiciens. Je ne trouve plus le mot, bon, peu importe. Et c'était l'idée selon laquelle la masse est conservée. Donc, évidemment, E égale mc2, ça viole la conservation de la masse, parce que si vous considérez un système qui rayonne, donc il va perdre de l'énergie, donc selon E égale mc2, il va perdre de la masse. Mais maintenant, le rayonnement, c'est de la lumière, donc ça n'a pas de masse, d'accord ? Et donc, je pense que s'il avait écrit explicitement E égale mc2, il y aurait des gens qui lui auraient demandé qu'est-ce que ça veut dire,
Et lui, à l'époque, il n'avait aucun moyen de la comprendre, cette relation. Donc, voilà, on peut faire cette interprétation-là. Alors maintenant, je vais vous... du coup, là, maintenant, on va rentrer dans la physique moderne. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Et je vais vous parler donc, un peu de relativité. Et pour ça, je vais me placer dans un cadre très très général qui porte bien son nom puisqu'il s'agit de la relativité générale. Alors vous savez peut-être que la relativité générale, c'est une théorie de la gravitation. Et encore une fois, on peut reformuler la relativité générale sous forme d'un principe d'optimisation. Alors pour comprendre ce principe, je vais vous demander de penser non relativiste, d'accord ? Si vous pensez non relativiste, cette quantité-là, c'est l'identité, donc c'est 1, on s'en fiche. Et puis là, vous avez le produit scalaire d'une vitesse par elle-même. Donc en gros, vous avez la norme carrée de cette vitesse. On passe ça sous une racine, donc on trouve la norme d'une vitesse, et qu'on intègre par rapport au temps. Donc en fait, cette quantité, c'est une longueur. Donc ce qu'on doit chercher à minimiser, c'est une longueur. Alors maintenant, si je prends 2 points, quelle est la courbe de plus court chemin? Quelle est la courbe qui minimise la longueur entre ces 2 points? Ah, c'est la droite, hein, d'accord? Donc en fait, là, ce que ça vous dit, c'est que les objets se déplacent en ligne droite. Mais non, enfin, les objets, ils ne se déplacent pas en ligne droite en présence d'un champ de gravité. Vous avez des orbites, ça tourne, etc. Donc en fait, Einstein, il vous dit que si. Les objets, ils se déplacent en ligne droite. Mais simplement, ils ne se déplacent pas en ligne droite dans l'espace. Ils se déplacent en ligne droite dans un espace-temps courbe. Donc là, il y a 2 notions. La première notion, c'est cette notion d'espace-temps qui est centrale en relativité. Et qui est l'idée selon laquelle, finalement, le temps et l'espace, c'est un peu la même chose, et qu'on peut les considérer dans un même objet mathématique qu'on va appeler un quadrivecteur. Donc vous pouvez construire un quadrivecteur position qui va donner l'information sur la position d'un événement, mais aussi l'instant auquel il a lieu. Et puis, de la même façon, vous pouvez construire un quadrivecteur vitesse, donc qui apparaît ici, et puis voilà, un quadrivecteur énergie-impulsion, par exemple, qui contient l'énergie et la quantité de mouvement. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est cette idée de courbure. Alors en fait, on date... Einstein, il écrit... cette relation, elle ne vient pas d'Einstein, elle vient de Riemann. Mais simplement, lui, dans le cadre de la relativité, il va écrire l'équivalent local de cette relation. À chaque fois que vous avez un équivalent, en fait, vous avez une correspondance entre une formulation globale sous forme d'un principe d'optimisation et une formulation locale que vous obtenez par Euler-Lagrange, en fait. Et donc, la version locale, il va l'écrire en 1907. Or, vous savez peut-être qu'on date en général la relativité générale à 1915. Donc, qu'a fait Einstein pendant 8 ans? En fait, il a cherché la courbure. Alors, la courbure, elle est codée dans cette quantité qu'on appelle le tenseur métrique, donc G mu nu. Et alors, la petite histoire, c'est que donc, il va trouver l'équation qu'on appelle l'équation d'Einstein en 1915 et qui va permettre de relier en fait la présence de matière à la courbure. Alors simplement, en fait, dans les derniers instants, il avait beaucoup discuté avec un mathématicien qui s'appelait David Hilbert, qui était un mathématicien très réputé à l'époque et qui était très à l'aise avec ce genre tout ce qui est optimisation, etc. Et donc du coup, en fait, Hilbert a trouvé la version optimisée, si vous voulez, de l'équation d'Einstein 5 jours avant lui. Donc il l'a publié 5 jours avant Einstein. Simplement, ensuite, il a bien affirmé que c'était parce qu'il avait beaucoup discuté avec Einstein qu'il avait trouvé cette équation, et donc que sans Einstein, il n'y serait pas arrivé. Et donc il n'a jamais remis en cause la paternité de la relativité générale. Il a dit que c'est bien Einstein qui a fait l'essentiel du travail. Voilà. Alors simplement, donc ici, vous avez le Lagrangien du modèle standard. C'est la dernière formule que je vous montrerai. Si vous voulez, ça correspond à la présence de matière, à la présence de particules, à la présence d'énergie. Et cette équation va permettre de relier donc, cette quantité au G mu nu. Autrement dit, si vous voulez résoudre un problème de relativité générale, voilà comment on s'y prend. Déjà, il faut estimer l'énergie des différents objets qui composent notre système. Et ensuite, donc, par le biais de cette équation, vous en déduisez la courbure qui est induite sur l'espace-temps. Et maintenant que vous avez la courbure, eh bien vous avez simplement à dire que les objets se déplacent en ligne droite, mais dans cet espace-temps courbe.
Voilà. Si vous faites ça, vous résolvez le problème. Alors simplement, les calculs sont complètement hardcore, donc vous avez toutes les chances de ne pas y arriver analytiquement s'il y a plus d'un objet, en fait. Donc vaut mieux utiliser pour ça un ordinateur, et même comme ça, ça me semble pas évident à faire, quoi. Alors, bon, ça, c'est une chaîne YouTube qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle Science for All. Et il a fait une première série sur la relativité générale. Et il parle notamment de cette idée de courbure et l'idée selon laquelle, en fait, la gravitation, c'est qu'une illusion. C'est-à-dire que les objets, ils se déplacent en ligne droite, mais nous, si on ne les perçoit pas se déplacer en ligne droite, c'est parce qu'on est bloqué dans notre espace 3D. Enfin, on a une seule vision 3D de l'espace tel qu'il est, de l'espace-temps tel qu'il est. Et donc, pour faire ça, en fait, il prend une analogie avec le planisphère. Parce que si vous êtes un être tridimensionnel et que vous considérez une sphère, vous cherchez le plus court chemin entre deux points de cette sphère. Donc ça ne pose pas de problème. Mais maintenant, si vous vivez sur cette sphère et que vous en avez une représentation un peu biaisée, un peu plate, du genre le planisphère, eh bien en fait, le plus court chemin entre deux points, ça ne va plus être la droite. D'accord ? Vous savez que la sphère, c'est un espace courbe. Ça ne va plus être la droite. Par exemple, le plus court chemin entre Pékin et Toronto, eh ben, c'est cette ligne-là. Voilà. Et donc voilà, c'est une analogie qui permet de comprendre pourquoi la gravitation, ce serait une illusion. Et donc si on pousse l'idée à l'extrême, quelque part, si on voulait appréhender ces lignes droites dans des espaces-temps courbes, en fait, il faudrait qu'on soit un être en 5D, en fait. Voilà. Un être en 5 dimensions pour pouvoir percevoir vraiment ces lignes droites. Et comme on est contenu dans notre espace 3D, eh bien, on a une représentation biaisée des choses. Voilà. Mais les maths nous disent bien que les objets se déplacent en ligne droite. Et que la gravitation, ce n'est pas une force, les objets, ils ont un référentiel inertiel, en fait. OK. Donc ça, c'était la partie sur la relativité. Et maintenant, j'arrive à la physique quantique. Donc évidemment, la découverte un peu prémonitoire de E égale mc2, enfin la quasi-découverte par Hamilton, c'est un peu quelque chose d'anecdotique. La plus grosse contribution que va apporter sa théorie, ça va donner lieu à la physique quantique. Alors, j'ai dit quelque chose dans les slides qui précèdent qui a pu vous faire penser à un principe très important de la physique quantique. En fait, j'ai dit qu'il y avait une sorte de dualité entre la position et la quantité de mouvement. Et si vous regardez, en fait, cette dualité, on la retrouve explicitement dans le principe d'incertitude d'Heisenberg. D'accord ? Et de la même façon, on peut écrire un principe d'incertitude entre l'énergie et le temps. Alors ça, c'est le principe fondamental sur lequel tout est construit en physique quantique. Ça s'appelle le principe de superposition. Et c'est l'idée selon laquelle, en fait, on peut superposer les états d'un système. Alors ça, c'est une idée qui est empruntée aux ondes, en fait, parce que si vous prenez deux ondes et que vous voulez en faire la somme, ça ne pose pas de problème. Vous considérez le champ en chaque point et vous faites la somme du champ. Mais maintenant, si vous considérez un objet corpusculaire, d'accord, et que vous voulez faire la somme de deux états de ce système. Donc par exemple, un état où il est ici et un état où il est là. Enfin, ça choque un peu le sens commun. Enfin, conceptuellement, on ne voit pas bien ce que ça signifie. Et bien, la physique quantique permet de donner un sens à ça, mais au prix de l'introduction de probabilité. Donc ça, évidemment, c'est une allusion au chat de Schrödinger, qui serait donc à la fois mort et vivant. Alors a priori, un chat à la fois mort et vivant, ça n'existe pas. Après, pour comprendre pourquoi ça n'existe pas, ce genre de phénomène dans notre monde classique, il faut aller voir du côté de la décohérence, donc ça, je ne vais pas en parler. Alors simplement, ça c'est un principe qui est quand même très abstrait. En fait, ça revient juste à définir une addition. C'est un principe algébrique. Et donc on peut se demander comment on fait pour passer d'un principe aussi abstrait aux équations de la physique, aux observations en fait. Et bien c'est là que va intervenir l'équation, la théorie mécanique ondulatoire de la mécanique fabriquée par Hamilton. Et celui qui va assembler toutes les pièces du puzzle, ça va être Schrödinger. Et donc une fois que vous avez l'équation de Schrödinger, eh bien, vous pouvez expliquer tout un tas de phénomènes qu'on observe dans la nature, du genre l'effet tunnel, les modèles d'atomes, les raies spectrales des atomes, les semi-conducteurs, l'effet photoélectrique, la supraconductivité, le spin, etc. Voilà. Et donc ça m'amène à la dernière partie de ma dernière partie, qui concerne la formulation en intégrale de chemin de Feynman, et qui est aussi, je pense, la partie la plus intéressante de toutes. Alors simplement, avant de commencer, je dois préciser un truc. C'est pas quelque chose où je suis allé vraiment au fond du formalisme. Donc il est possible qu'il y ait des imprécisions, qu'il y ait
peut-être des erreurs. Bon, la conférence est filmée, donc s'il y a des gens qui ont la capacité de corriger ce que je vais dire, qu'ils le fassent, parce que je suis vraiment très attaché au fait de ne pas propager d'idées fausses. Voilà. Bon, ceci étant dit, maintenant je vais vous parler donc de la formulation en intégrale de chemin de Feynman. Donc, on retient le nom de Feynman parce que c'est lui qui en a proposé la version la plus aboutie, mais il y a beaucoup de gens qui ont contribué à ça, notamment Paul Dirac. Alors, voilà l'idée. Je considère un système dans un état x1 à un instant t1. Et j'impose que ce système doive évoluer vers un état x2 à un instant t2. Alors, en physique classique, quelle évolution il va emprunter? Quel chemin il va emprunter? Eh bien, en physique classique, il y a le principe de moindre action qui s'applique. Et donc, il va emprunter le chemin qui minimise l'action. Alors, si on revient au principe de moindre action, alors, vous vous souvenez de l'action, c'était l'intégrale de t-v dt. Et donc, c'est quoi sa dimension à l'action? Si vous regardez, donc c'est une énergie multipliée par un temps, donc c'est des joules secondes. Quelle constante de la physique fondamentale, ultra importante, s'exprime en joules secondes? La constante de Planck. Donc, en fait, la constante de Planck, elle a un autre nom, c'est le nom de quantum d'action. Donc, en fait, la constante de Planck va jouer le rôle d'une limite basse à la valeur que peut prendre l'action et va empêcher l'action d'un système de se minimiser. Donc, autrement dit, en physique quantique, le principe de moindre action est faux. Parce qu'il y a cette constante de Planck qui empêche l'action de se minimiser, et c'est ça qui fait que le comportement d'un système quantique n'est pas son comportement classique. Alors maintenant que j'ai dit ça, donc les physiciens savaient ça, en 1930, un peu 40 peut-être, et donc ils savaient que le principe de moindre action était faux, mais ils cherchaient une sorte de enfin pas une reformulation, mais un arrangement, une sorte de version un peu modifiée du principe de moindre action, mais qui fonctionnerait pour la mécanique quantique. Donc voilà, ils cherchaient quelque chose, pas d'identique, mais de semblable, et qui serait adapté à la mécanique quantique. Et ils ont abouti à la formulation en intégrale de chemin de Feynman. Alors voilà l'idée. Donc je considère un système dans un état x1 à un instant t1, qui doit évoluer vers un état x2 à un instant t2. Alors en physique classique, donc, on a dit qu'on empruntait le chemin qui minimise l'action, mais maintenant, là on est en physique quantique. Et en physique quantique, l'idée de Feynman, ça va être de dire que, en fait, il y a le principe de superposition qui permet de parcourir plusieurs états à la fois. Et son idée, ça va être qu'en fait, le système va évoluer par tous les états. Voilà, c'est ça l'idée. On va passer par tous les chemins possibles et imaginables. Donc votre système, il va suivre tous les chemins qui joignent x1 à l'instant t1 à x2 à l'instant t2. Et l'idée, c'est qu'à chaque chemin, on va pouvoir associer une action. Donc cette action, elle apparaît là, l'intégrale d'un Lagrangien. Alors Q, c'est le chemin qu'on considère. Donc ici, vous avez l'action associée à un chemin Q, à une évolution Q. Et vous voyez que cette action, elle est dans un exponentiel complexe. Donc en fait, Dirac va se reposer sur cette action pour définir une phase. Et maintenant, vous avez l'intégrale. Alors c'est une intégrale un peu particulière, c'est pour ça qu'on a mis un D majuscule. En fait, c'est une intégrale sur tous les chemins. D'accord? Donc c'est une intégrale sur des espaces fonctionnels. Bon, on n'est plus à ça près à ce stade. Donc l'idée, ça va être de sommer la phase sur tous les chemins possibles et imaginables. Mais quand je dis tous, c'est tous. C'est-à-dire que pour vous dire à quel point ce principe est général et puissant, on peut même considérer les chemins qui remontent le temps et les chemins qui vont plus vite que la lumière. Voilà. Donc c'est ça la formulation en intégrale de chemin de Feynman. Je considère un chemin, je lui associe une action, donc je peux lui associer une phase. Et maintenant, je considère tous les chemins possibles imaginables, je somme les phases de tous les chemins possibles imaginables, je trouve un nombre complexe. Ce nombre complexe, je prends son module, que j'élève au carré, et ça me donne la densité de probabilité pour que le système, dans un état x1 à un instant t1, évolue vers un état x2 à un instant t2. Voilà, c'est tout. D'accord ? Et ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Je ne vous ai pas dit ce que c'était que les états. Donc vous pouvez considérer que l'état, c'est la position d'une particule. Vous pouvez considérer que c'est autre chose. D'accord ? Ça marche pour tout. C'est un principe qui est ultra polyvalent. Et je pense que c'est une des plus belles formulations, sinon la plus belle formulation qu'on ait de la physique quantique aujourd'hui. Hein, des fois, vous entendez des choses comme alors en fait, les particules, c'est à la fois des ondes et des corpuscules. Bon, ça, c'est
Ok, ça permet de mettre en évidence certains paradoxes apparents de la physique quantique, mais ce n'est pas le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, en fait, c'est ça. Ça, c'est vraiment la formulation qui permet de comprendre comment les choses se passent. Alors, bon, c'est quand même un principe qui est très abstrait, donc je vais prendre un exemple. L'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple que tout le monde prend, c'est l'exemple de la lumière. Alors, le Lagrangien de la lumière, il s'écrit h bar oméga. Vous voyez que h bar oméga ne dépend ni de t, ni de q. Donc du coup, le Lagrangien, on peut le sortir de l'intégrale. Si vous faites ça, on obtient cette définition de la phase. Là, vous avez exponentielle de i oméga, et donc quelque chose qui va jouer le rôle d'un temps. Donc déjà, là, on a bien l'intuition d'un truc qui pulse à une fréquence oméga. Et puis le temps, ça va être donc q-1 de x2. Donc q, c'est le chemin qu'on considère. Q-1 de x2, c'est le temps de parcours de ce chemin. Donc c'est le temps au bout duquel l'état x2 est atteint. Et donc à chaque chemin, on va associer donc en fait la phase finale. Alors concrètement, ce qui se passe, c'est que je prends mon photon, puisque là c'est de la lumière, donc on considère un photon, dans une position x1. Et puis ce photon, en fait, je peux le voir comme un petit nombre complexe qui va donc suivre le chemin qu'on considère, mais à mesure qu'il suit le chemin qu'on considère, il va tourner comme ça. Il va pulser à une fréquence oméga, et on va simplement regarder la phase finale qu'il a quand il atteint l'état x2. Et maintenant, vous considérez tous les chemins possibles et imaginables, et pour chacun de ces chemins, vous calculez la phase finale, vous sommez toutes les phases finales, vous obtenez un nombre complexe. Ce nombre complexe, vous prenez son module, que vous élevez au carré, et vous trouvez la densité de probabilité pour que un photon dans un état x1, enfin à une position x1, évolue vers une position x2, et qu'on mesure bien ce photon à la position x2. Voilà. Alors, donc, ça va ressembler à ça. Tac. Donc là, je considère un chemin. À ce chemin, j'associe une phase finale. Voilà. Et maintenant, je vais considérer tous les chemins. Alors, pas tous les chemins, parce qu'il y en a trop, mais je vais considérer juste un certain nombre de chemins. Et je vais sommer toutes les phases finales de tous ces chemins. Donc voilà ce qu'on trouve. Voilà. Et donc maintenant, je joins le point de départ au point d'arrivée, ça me donne un nombre complexe. Ce nombre complexe, j'en prends le module au carré, et ça me donne la densité de probabilité pour que le photon à cet endroit-là évolue vers cet endroit-là, et qu'on l'observe bien à cet endroit-là. Voilà. Alors, donc ça c'était juste un exemple. Simplement, là on voit quand même quelque chose d'intéressant. C'est que, alors déjà le chemin de moindre action dans ce problème, c'est de la lumière dans un milieu homogène, donc en fait c'est la ligne droite. D'accord ? Donc le chemin de moindre action, il est là. Ça c'est le chemin classique de la lumière. Maintenant, si on considère les chemins qui sont très éloignés, eh bien, on voit qu'au niveau des phases, ça s'enroule. D'accord ? Donc ça s'enroule comme ça, et parce que ça s'enroule, ça ne contribue pas beaucoup à l'amplitude de probabilité finale. D'accord ? Autrement dit, tous les chemins, et en fait, les seuls chemins qui contribuent vraiment à cette amplitude de probabilité, c'est les chemins qui correspondent à ces phases-là. Donc en fait, c'est le chemin de moindre action et les chemins qui lui sont voisins. Voilà. Donc c'est l'évolution classique et les chemins qui lui sont proches. C'est les seuls chemins qui vont vraiment contribuer à l'amplitude de probabilité finale. Et donc il n'y a pas besoin de considérer les chemins très compliqués, genre qui font le tour de Mars et qui reviennent. Ceux-là, ils ne contribuent pas beaucoup à l'amplitude de probabilité. Voilà. Donc considérer seulement le chemin de moindre action et les chemins qui en sont proches, ça s'appelle faire un développement perturbatif. Donc ça, je vais y revenir maintenant. Donc Feynman, il défend cette idée dans sa thèse en 1942. Et après, il va aller à Los Alamos pour travailler sur la bombe nucléaire. Et quand il va revenir, ou un peu plus tard dans sa vie, il va s'intéresser à la physique des particules. Alors, son idée, ça va être de transposer ce qui précède, donc sa formulation d'intégrale de chemin, à la physique des particules. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de deux électrons qu'on envoie l'un vers l'autre. Alors déjà, je fais ça à basse énergie. Donc à basse énergie, c'est les lois de la physique classique qui s'appliquent. Donc deux électrons que j'envoie l'un vers l'autre à basse énergie, donc en fait, ils sont chargés tous les deux négativement, donc ils vont se repousser. D'accord ? Donc ils sont décélérés, et puis ensuite ils sont accélérés dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution classique qui correspond à ce diagramme de Feynman. Donc l'interprétation quantique, c'est de dire que
ils arrivent, ils s'échangent un photon et ils s'éloignent. Donc ça, c'est l'évolution classique. Alors maintenant, quelle est l'évolution quantique? Je refais la même expérience, mais à haute énergie cette fois. Donc j'envoie les deux électrons l'un contre l'autre à haute énergie. Donc ils vont se rapprocher très près, et comme ils se rapprochent très près, il va y avoir des effets quantiques qui vont apparaître. Alors simplement, là, c'est un mauvais exemple, parce que l'issue de l'expérience, deux électrons qui arrivent l'un vers l'autre, que ce soit à basse ou à haute énergie, en fait, on trouve toujours la même chose, c'est deux électrons qui s'éloignent. D'accord? Donc ça, c'est un cas qui n'est pas très intéressant. Mais par contre, si maintenant je remplace un électron par un anti-électron, alors là, déjà, l'évolution classique, c'est la suivante. Donc à basse énergie, les deux arrivent. Comme ils ont des charges opposées, l'anti-électron a une charge opposée à l'électron, ils vont s'attirer, et donc ils vont être accélérés l'un vers l'autre, et ils vont en quelque sorte se rentrer dedans, rentrer en collision. Et au moment où ça se produit, on dit qu'ils s'annihilent, c'est-à-dire qu'ils vont se transformer en lumière. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution classique. Maintenant, si vous faites ça à haute énergie, et c'est ce qu'on fait dans les accélérateurs de particules, alors pas le LHC parce que c'est proton-proton, mais l'accélérateur précédent qu'on appelait le LEP, c'était vraiment cette expérience-là, un électron contre un anti-électron. À haute énergie, eh bien, vous pouvez avoir tout un tas d'issues possibles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout un tas de gerbes de particules, tout un tas de combinaisons de particules à l'arrivée. Voilà. Et à chaque issue possible est associée une probabilité. Et tout l'enjeu de la théorie quantique des champs, enfin de la physique des particules à l'époque, c'était d'essayer de calculer la probabilité associée à chacune des issues. Voilà. Et c'est sur ça que va travailler Feynman à ce moment-là. Alors, bon, je vais rester sur mon exemple d'électron contre électron, parce que c'est un exemple relativement simple, un peu plus intuitif. Évidemment, seule issue possible, deux électrons qui s'éloignent. Donc probabilité associée égale à 1, ça ne sert à rien de la calculer. Mais simplement, après, vous pouvez transposer ce raisonnement à d'autres types de collisions. Alors, donc voilà l'idée. Notre état X1, ça va être deux électrons incidents. Et notre état X2, c'est l'issue qu'on considère, donc deux électrons qui s'éloignent. Et maintenant, entre ces deux états, donc à basse énergie, on suit le chemin classique, donc celui-là. Mais maintenant, en physique quantique, eh bien, on va emprunter tous les chemins. Donc on va emprunter toutes les évolutions possibles qui joignent deux électrons incidents à deux électrons qui s'éloignent. Et pour chaque évolution possible, pour chaque chemin, on va pouvoir dessiner un diagramme de Feynman. Voilà. Alors après ça, Feynman, il va trouver le moyen pour, je vous expliquerai après comment il fait, pour associer une action à chaque diagramme de Feynman. Et comme il arrive à associer une action, il arrive à associer une phase. Et donc maintenant, l'idée, ça va être de considérer toutes les phases de tous les diagrammes de Feynman possibles et imaginables qui joignent deux électrons incidents à deux électrons qui s'éloignent, de considérer toutes les phases, de sommer toutes les phases, ça vous donne un nombre complexe. Vous en prenez le module que vous élevez au carré et vous trouvez la densité de probabilité pour obtenir deux électrons qui s'éloignent à partir de deux électrons incidents. Voilà. Alors simplement, ça c'est très difficile à faire. Aujourd'hui, on n'aura aucun moyen de le faire parce qu'il faut considérer une infinité de diagrammes de Feynman et puis également des diagrammes de Feynman d'une complexité infinie. Et c'est là que Feynman va avoir l'idée d'avoir recours à un développement perturbatif, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de considérer les diagrammes les plus compliqués. Ceux-là, ils ne contribuent pas beaucoup à l'amplitude de probabilité finale. De la même façon que les choses s'enroulaient et que la seule partie, dans l'exemple précédent, qui contribuait vraiment à l'amplitude de probabilité finale, c'était les chemins, le chemin de Mondraction et les chemins qui en sont proches. Autrement dit, les seuls diagrammes de Feynman qu'on a besoin de considérer pour avoir une bonne estimation de l'amplitude de probabilité, c'est le diagramme de Feynman qui correspond à la situation classique et les diagrammes de Feynman simples qui lui sont voisins. Donc là, ça vous donne un nombre fini de diagrammes de Feynman, vous pouvez faire le calcul. Et donc Feynman, grâce à cette procédure, a réussi à expliquer tout un tas, il trouve des valeurs qui sont en très bonne concordance avec les valeurs observées. Alors, on dit que la physique des particules, c'est la branche de la physique la plus précise, parce que les valeurs théoriques, en tout cas dans ces cas-là, les valeurs théoriques concordent avec les valeurs expérimentales à 10-10 près. Donc en gros, c'est extrêmement précis, il n'y a aucune autre branche de la physique qui aboutit à des résultats aussi précis. Voilà, je voulais rajouter un truc. Ah oui, voilà. J'arrive à la fin. À chaque diagramme de Feynman,
est associée à une action. Et la façon dont on calcule cette action, pour calculer cette action, Feynman il a bien été obligé d'introduire un Lagrangien, qu'il appelle le Lagrangien de l'électrodynamique quantique, et parce que Feynman il s'intéresse qu'à 3 particules, le photon, l'électron et l'antiélectron, et il ignore tous les autres. Donc du coup, il est amené à écrire un Lagrangien qui lui permet de définir l'action d'un diagramme de Feynman. Et puis, une fois que ça c'est fait pour ce cas simple qui est l'électrodynamique quantique, le reste des physiciens va se dire, maintenant il suffit de généraliser cette idée, maintenant que les bases sont posées, il va falloir généraliser cette idée à l'ensemble des particules, à l'ensemble des interactions qu'on trouve dans l'univers. Et donc ça va les amener à écrire un Lagrangien, qu'on appelle le Lagrangien du modèle standard, et qui contient toute l'information sur toutes les particules, toutes les interactions dans l'univers. Et donc ce Lagrangien, c'est celui-là. Donc c'est la formule à la fois la plus complète et la plus mystérieuse qu'on ait de toute la physique, dans le sens où elle décrit absolument tout, que ça va de l'électromagnétisme à la radioactivité, à voilà, toutes les interactions entre particules, la matière, voilà, enfin, absolument tout, sauf la gravitation. Alors la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire rentrer la gravitation là-dedans, oui parce que ça continue, hein. La raison pour laquelle on n'arrive pas à faire rentrer la gravitation là-dedans, je ne saurais pas vous l'expliquer, ça s'appelle la renormalisation, mais en tout cas, voilà, on n'y arrive pas, et ça amène à toutes les théories un peu nouvelles comme la théorie des cordes, etc. Et donc aujourd'hui, quand on voit ça, je pense qu'il y a 2 façons de réagir. La première façon, c'est de se dire, finalement, cette formule, elle décrit très très bien la réalité. Et donc, pourquoi demander mieux, en fait? Donc ça, c'est la façon, voilà, c'est le point de vue un peu pragmatique. Et puis, vous avez un deuxième point de vue, dont je pense faire partie, qui consiste à dire, c'est quand même compliqué, quoi. Enfin, moi, en un certain sens, je trouverais ça décevant que cette formule soit le fin mot de l'histoire, en fait. Et comme on n'arrive pas à faire rentrer la gravitation là-dedans, ça laisse l'espoir qu'il existe peut-être une théorie plus simple, plus élégante, qui permettrait d'expliquer la relativité générale, mais aussi de démontrer cette formule. Et moi, mon souhait le plus cher, c'est que si cette théorie existe, qu'elle soit découverte de mon vivant déjà, et qu'un jour j'ai le niveau pour la comprendre. Je vous remercie de votre attention.